Bienvenue à vous toutes et à vous tous, très heureux de vous retrouver, également toi, Dounia, bonjour. Bonjour, bonjour Daniel, bonjour à tous. Après quelques semaines intenses de discussions, le gouvernement de Charles Michel a été installé. Mais avant ça, des congrès de participation ont été organisés, dont celui du MR. Reportage Cédric Gillis. Après 4 mois d'intenses négociations, ce sont des négociateurs fatigués mais heureux qui viennent présenter l'accord de gouvernement à Bruxelles aux plus de 1500 militants réunis pour ce congrès de participation. Notre logique n'est ni l'austérité, ni même la rigueur, mais bien la responsabilité budgétaire. Nous voulons refaire du secteur de l'énergie un atout de notre pays et surtout un élément qui ne sera plus un inconvénient et handicap du redéploiement économique de nos entreprises ou qui pèse sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Il n'y aura pas de taxation des plus-values tous azimuts pour pénaliser ceux qui prennent des risques en créant une entreprise. Il n'y aura pas de taxation du patrimoine immobilier. Il n'y aura pas de taxation des loyers. On ne va quand même pas faire maintenant la politique socialiste alors qu'ils ne sont plus là. Le moment du vote tant attendu arrive et met les membres réformateurs à contribution. Qui est pour la participation? Prenez bien le bras. Mais quel bonheur! À l'unanimité! Bravo à vous! Charles Michel est bien conscient du moment historique que lui-même et le mouvement réformateur sont en train de vivre. Bien sûr, avec vous ce soir, je mesure à quel point votre présence si forte, si déterminée, si nombreuse, à nos côtés, elle traduit probablement le fait qu'il y a dans cette soirée une part de l'histoire, de la famille politique à laquelle nous appartenons parce que nous aimons les valeurs. Un congrès de participation à un nouveau gouvernement est toujours un moment fort pour les militants. Petit florilège de réactions à l'issue du congrès. Et c'est bien de voir justement un parti qui s'engage et justement pour les générations futures et justement pour donner une croissance à la Belgique. C'est un moment historique, c'est un moment qu'il fallait vivre, c'est pour ça qu'on est venu de loin. J'ai suivi ça vraiment avec tout mon cœur et je suis aujourd'hui, ce soir, soulagée. Je reste quand même beaucoup à ça. Je trouve ça important d'être au courant de tout ça et j'aime bien les objectifs du MR. C'est une grande fierté d'abord de résultats obtenus et je pense que c'est dans toutes les régions de Wallonie de la même manière. Donc on devait être présent pour soutenir toute l'équipe qui a négocié et toute l'équipe future, je veux dire, qui dirigera notre pays. Je pense que toute la salle a été émue. Les mandataires, tout le monde, magnifique. Bravo à Charles, à DJ, à Olivier, splendide. Je suis fière du tandem. Didier Reynders, Charles Michel, ils ont pu montrer qu'on peut se dépasser. Au-delà de tout, on a mis le communautaire zéro. On veut pas de ça pour les 5 prochaines années. On s'occupe du bonheur des gens et du salaire poche et de toutes les avancées que nous avons entendues aujourd'hui et que je salue et que je soutiens bien sûr. Dans la séquence qui suit, nous reviendrons sur les événements qui ont marqué la vie politique belge de ces dernières semaines. Reportage d'Antoine Demoulin. Charles Michel est devenu Premier ministre de Belgique. C'est un moment historique à plus d'un titre pour le mouvement réformateur. Pour mieux comprendre les étapes cruciales que doivent suivre les premiers ministrables, nous avons suivi Charles Michel pendant la semaine qui a fait de lui un homme d'État. Quand un accord est scellé entre plusieurs partis, la première démarche est de demander aux militants de ce parti de se prononcer et de voter l'accord, ce qui fut le cas à l'unanimité pour le MR. Le vote validé, Charles Michel a prêté serment devant le roi Philippe au palais de Bruxelles. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Ich sue
getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgisch volk. Ich schwöre, treu dem König, gehorsam der Verfassung und den Gesetzen des belgischen Volkes. Ensuite, comme de coutume, l'ancien et le nouveau Premier ministre se sont échangés les clés du numéro 16 de la rue de la Loi. La suite de l'instauration d'un gouvernement se passe dans l'hémicycle de la Chambre. C'est l'activité politique qui reprend à travers la déclaration de politique générale lue par le Premier ministre. Une étape importante puisqu'elle trace la ligne rouge du prochain gouvernement. Notre programme de gouvernement est tout entier tourné vers l'avenir, pour les générations actuelles et pour les générations futures. Il se fonde sur le diagnostic lucide de la situation économique et sociale, sans dramatisation, mais sans illusion. Notre devoir, c'est de créer les conditions de la prospérité pour développer le progrès social, et nous voulons apporter dès aujourd'hui les réponses pertinentes aux défis de demain. Nous voulons une société qui ouvre le champ du possible, une société où liberté rime avec solidarité pour que chacun trouve sa place et puisse saisir sa chance. Nous combattons le chômage, jamais les demandeurs d'emploi. Il n'y aura pas de hausse générale de la TVA. Il n'y aura pas de taxation sur les loyers ou sur les biens immobiliers. Il n'y aura pas de cotisation de crise sur le travail. En plus de la baisse massive des charges parafiscales sur le travail, nous voulons engager une grande réforme fiscale sur l'impôt sur le travail et par ailleurs, sans attendre cette réforme, dès 2015, nous augmenterons les frais forfaitaires déductibles pour soutenir le pouvoir d'achat des actifs à concurrence de 250 € en moyenne par an et par contribuable. Chaque mois, dans notre pays, 10 000 personnes prennent leur retraite, 120 000 par an, 1 million dans les 8 prochaines années. En cette année, le budget des pensions est passé de 25 à 37 milliards d'euros, une augmentation de 67%. Ceux qui disent qu'il est possible de continuer sans réformer ne disent pas la vérité. Nous tendrons la main aux partenaires sociaux, aux entités fédérées, à tous les acteurs concernés par nos projets. Nous voulons agir. La baisse des charges sociales permettra de créer des emplois. La réforme des pensions sera engagée et le financement sera garanti. Le marché du travail sera modernisé, la fiscalité sera adaptée, la sécurité sociale sera consolidée et la justice sera rendue. Cet accord de gouvernement fixe un cap. Nous osons des choix clairs, nous prenons des mesures responsables parce que précisément, nous savons où nous voulons aller et comment nous voulons y aller. Nous n'attendons pas que le futur vienne vers nous. Nous regardons l'avenir droit dans les yeux. Nous assumons pleinement nos responsabilités et nos devoirs. Je vous demande d'accorder la confiance à mon gouvernement. Enfin, afin de confirmer que tous les membres issus de la majorité sont d'accord avec la déclaration de politique générale, et après plusieurs heures de débat, celle-ci est votée au niveau du Parlement. C'est le début du travail pour Charles Michel et l'ensemble du gouvernement. Qui dit nouveau gouvernement dit changement de ministre et aussi passation de pouvoir. Cela s'est passé au ministère du Budget entre Olivier Chastel, ancien ministre du Budget, et Hervé Jamard. Et pour assister à cette passation de pouvoir, retrouvons Antoine Demoulin. Olivier Chastel a quitté cette semaine le numéro 7 de la place Quetelet à Bruxelles et laisse sa place à Hervé Jamard, nouveau ministre du Budget depuis sa prestation de serment devant le roi Philippe. C'est un moment émouvant pour celui qui part comme pour celui qui reste. Mon cher ami, très heureux pour toi. Hervé Jamard est un homme qui n'aime pas parler de lui. Élu bourgmestre à 29 ans, réélu 3 fois depuis, il prend le rang de secrétaire d'État adjoint au ministre des Finances en 2003 jusqu'en juillet 2007.
De juillet à décembre 2007, il acquit le titre de ministre, toujours avec les mêmes charges. Lors du passage de flambeau, la tradition veut que le ministre sortant offre un petit cadeau, parfois utile. Hervé, évidemment, en toute amitié, et je voulais à mon tour te remettre un petit cadeau. Je ne sais pas si... un petit cadeau bien nécessaire pour le ministre du Budget. C'est une calculette parce que chaque fois que tes collègues voudront dépenser, il faudra que tu mesures à quel point ils en ont encore la capacité. Être ministre du Budget, ce n'est pas une tâche facile. Quelles sont les qualités indispensables ? Je pense qu'il faut à la fois de la diplomatie, parce qu'il faut pouvoir répondre malgré la négative de manière sympathique à l'ensemble des collègues, mais il faut surtout de la rigueur et de l'organisation. Quitter un cabinet ministériel, ce n'est pas trop difficile ? Je ne suis pas triste de quitter le ministère, je suis triste de quitter une équipe, un cabinet ministériel, 35 collaborateurs qui se sont dévoués pendant 3 ans à faire en sorte que l'on atteigne nos objectifs budgétaires. Olivier Chastel s'en va vers de nouvelles aventures, alors que celle d'Hervé Jamard commence tout de suite. Hervé Jamard a bâti sa carrière sur sa capacité à entrer en relation avec les gens. Il est réputé fin stratège et l'homme est capable d'amitié par-delà les partis. Voilà des qualités qui lui seront très utiles en tant que ministre du Budget. Quelques membres du cabinet qui sont restés attendent déjà de moi que je prenne quelques décisions pour un conseil des ministres avec des notifications qui doivent être faites à l'Europe, donc c'est important, pour le pacte de stabilité, pour la dette, pour le budget 2015 et les budgets 2015-2018. Oserais-je dire que ma tâche est un peu facilitée par rapport à Olivier Chastel, puisque là, il y a quand même un accord de gouvernement qui trace, je dirais vraiment, les grandes lignes des décisions à prendre. Il me suffirait, entre guillemets, de dire que c'est assez simple, il suffit de dire oui et non quand c'est ou quand ce n'est pas dans l'accord, mais entre les phrases, vous savez, il y a beaucoup d'interprétations possibles. Et donc c'est là que je vais devoir aussi travailler tout en véritablement entrer dans la technicité de ce qu'on appelle le micro-budgétaire, parce que le diable se cache parfois dans le détail. Et donc on est vite dans le bain, quoi. C'est en tant que nouveau président de parti, désigné à l'unanimité par les membres du Conseil du MR, qu'Olivier Chastel répond aux questions de Daniel Soudan. Olivier Chastel, lorsque vous avez commencé votre carrière politique en 1998, auriez-vous imaginé un jour devenir président du mouvement réformateur ? Non, pas plus à l'époque qu'il y a 1 an ou 2 d'ici, quand on énumère la liste de mes prédécesseurs, Jean Gaulle, Louis Michel, Daniel Ducarme, Tony Duquesne, et puis Didier Reynders et enfin Charles Michel, on n'imagine pas succéder effectivement à toutes ces personnalités politiques. Le choix est tout à fait récent puisque c'est évidemment avec l'avènement de ce nouveau gouvernement et Charles Michel Premier ministre qu'il a fallu poser un choix de redistribution, mais aussi la manière avec laquelle ce parti se redéploie. Et donc, au-delà de la désignation des ministres, il y avait évidemment un certain nombre de fonctions importantes, dont celle de président du mouvement réformateur. Et Charles Michel m'a demandé d'assumer cette fonction-là. Alors justement, le mouvement réformateur a un comportement un peu particulier avec la formation de ce gouvernement, on en parlera tout à l'heure, c'est que Charles Michel démissionne de son poste de président du mouvement réformateur, vous démissionnez de votre poste d'échevin à Charleroi pour vous consacrer l'un et l'autre pleinement à vos missions, ce qui n'était pas le cas forcément des prédécesseurs. Et donc effectivement ici, Charles Michel a décidé 1 semaine après sa prestation de serment de s'occuper pleinement de sa fonction de Premier ministre et exclusivement de sa fonction de Premier ministre, décidant effectivement de faire prendre par le Conseil du mouvement la décision qui visait à me désigner président du mouvement réformateur dans l'attente d'une procédure électorale, puisque nos statuts le prévoient, une procédure électorale qui, courant décembre, désignera au suffrage des membres du mouvement réformateur le prochain président du mouvement réformateur. Alors, il y a fait allusion. Vous serez candidat à cette élection présidentielle en décembre ? Alors c'est sûr qu'en assumant dès maintenant cette fonction de président du mouvement réformateur, je vais m'y impliquer tout de suite, notamment au travers de l'explication à donner du programme de ce gouvernement. Je serai évidemment candidat à la fonction de président du mouvement réformateur pour cette élection qui se déroulera finalement rapidement. Maintenant que le MR a de nouveau un président full-time, comme dirait une de nos amies, Antoinette,
je me dis que l'explication vis-à-vis du public par rapport aux accords du gouvernement est indispensable. Quand on entend l'opposition vociférer comme elle l'a fait au Parlement, parfois de façon un peu indigne et insultante, on entend des discours répétés parce que c'est au coup de burin. Je crois qu'il est temps peut-être de rétablir l'équilibre intellectuel de l'accord de gouvernement, Olivier Chastel. Vous savez, c'est un accord important. C'est un accord qui n'a pas été écrit sur le coin d'une table. Il est construit avec une véritable vocation, celle de créer de l'emploi notamment, de redévelopper le socio-économique, de mener à terme des réformes importantes pour ce pays. C'est un gouvernement de responsabilité. Alors c'est vrai, dans toutes les mesures qui sont prises ou qui seront prises par ce gouvernement, certaines doivent être expliquées parce que de prime abord, soit on ne la comprend pas, soit on la redoute, soit on craint un certain nombre d'effets secondaires à ces mesures. Donc faire preuve de pédagogie va être nécessaire ces prochaines semaines, ces prochains mois, pour expliquer le bien fondé de ces mesures. Et c'est véritablement sur les actes posés par ce gouvernement qu'il faut le juger, et pas simplement d'entrée de jeu faire des caricatures, des raccourcis par rapport à ce qui se trouve dans l'accord de gouvernement. Alors, il y a une question que je me dois de vous poser, parce que si je ne vous la pose pas, des gens vont se demander pourquoi je ne vous la pose pas. D'emblée, il y a eu des attaques contre certains membres du gouvernement, et on pense à la NVA, où il y a des craintes de la part d'une partie de la population. Que répondez-vous à cette population qui a encore des craintes par rapport à ce partenaire ? Alors vous savez, ce que nous avons vécu pendant la déclaration gouvernementale de notre Premier ministre, c'est-à-dire les révélations au sujet des écrits, des paroles du ministre et du secrétaire d'État NVA, elles m'ont choqué. Elles m'ont choqué sur le fond parce que c'est vrai, nous sommes sensibles, nous francophones, nous libéraux en particulier, à certaines valeurs. Ces déclarations transgressaient certaines valeurs indiscutablement et elles reviennent du passé. Et donc on devait prendre un certain nombre de dispositions. Je pense que Charles Michel a réaffirmé au nom de son gouvernement combien il respectait ces valeurs et combien notamment il condamnait la collaboration. Ça vaut pour lui mais pour l'ensemble des membres de son gouvernement. Et les ministres concernés ont précisé leurs paroles et se sont excusés pour l'émoi que ça avait suscité. Je considère effectivement que l'émoi était bien légitime. Ce qu'il était nettement moins, c'est évidemment cette forme de récupération politique, cette exploitation qui n'avait pour but finalement que d'embrumer cette déclaration gouvernementale, qui est un moment important pour un Premier ministre. Et là, je pense effectivement que ça manquait de décence, parce qu'objectivement, quand un Premier ministre exprime son positionnement socio-économique, on peut faire un incident de procédure en début de déclaration, mais on ne peut pas polluer comme ça tout un débat au regard de ce qui s'est déroulé à la Chambre des représentants. Vous avez pendant 10 ans été très actif dans les jeunes mutualistes libéraux, vous avez été vice-président et puis président pendant 3 ans. Quand vous entendez dire l'EMR, c'est le parti des riches, c'est le parti de l'ultra-droite. Quelle est votre réaction, quel est votre sentiment par rapport à cette attaque ? Le mouvement réformateur fait partie maintenant d'une coalition qui veut vraiment prendre des mesures. Il y avait des mesures qui visaient effectivement l'assainissement des finances publiques. Et c'est au travers de ces mesures-là qu'on est souvent critiqué. Pourtant, moi j'étais ministre du budget d'un gouvernement précédent, un gouvernement d'Irupo, un gouvernement qui a pris des mesures d'économie. Mais la différence avec ce gouvernement-ci, c'est qu'on a établi dans le cadre de la déclaration gouvernementale un programme pluriannuel, 5 ans, de mesures successives, conjoncturelles, qui permettraient évidemment de faire en sorte que l'on puisse restreindre le niveau de l'État en prenant des mesures structurelles qui sont expliquées à nos administrations en début de législature pour qu'elles puissent s'adapter tout au long de la législature. Ce qui tranche avec ce qu'on a fait par le passé, puisque qu'est-ce que je devais faire en matière d'économie par le passé, les trois dernières années. En septembre, je devais couper les robinets, dire à mes ministres « ça n'est plus possible, on ne dépense plus rien et on attend le 1er janvier pour remettre la machine en route ». Ce sont évidemment des conditions inacceptables pour nos administrations et c'est donc pour ça qu'en matière de réduction des dépenses primaires, on a établi un système de normes qui permet pour 5 ans de définir clairement quels seront les moyens à la disposition de nos administrations. Et je voudrais vraiment tordre le cou à un canard.
On ne s'en prend pas à la sécurité sociale, on ne s'en prend pas aux soins de santé. Les coûts de sécurité sociale vont augmenter, les coûts de soins de santé vont augmenter. Nous allons simplement maîtriser l'évolution de ces coûts qui étaient véritablement exorbitants. Pensez seulement que de 2006 à 2013, la sécurité sociale, les coûts de sécurité sociale ont augmenté de 10 milliards. On ne pouvait pas continuer comme ça indéfiniment et donc il était important de normer l'ensemble, de voir comment les dépenses essentielles étaient bien effectuées. C'est tout simplement un raisonnement qui vise à pérenniser la sécurité sociale parce qu'on savait qu'à un moment donné, on aurait des difficultés de payer les pensions, on savait qu'à un moment donné, on n'aurait plus la même efficacité en matière de soins de santé. Les mesures que nous prenons, c'est véritablement pour pérenniser l'ensemble du système de sécurité sociale. Olivier Chassel, si vous aviez un message à délivrer aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, quel serait ce message? C'est un message d'espoir. Je pense que la Belgique est encore malade. Je pense que la Belgique a besoin d'un gouvernement qui prend de véritables réformes, de véritables mesures de fond. Je pense que ce gouvernement prend ses responsabilités. Il faudra le juger au terme de la législature et des effets bénéfiques des mesures qu'il prend. Je demande un peu de patience par rapport aux mesures qui sont prises parce que je suis sûr que les indices économiques, les indices de bien-être seront bien meilleurs dans 5 ans qu'ils ne sont aujourd'hui. J'ai confiance dans ce gouvernement et c'est pour ça qu'à la présidence du mouvement réformateur, je ferai tout pour défendre effectivement les accents que j'ai voulu voir dans cet accord de gouvernement. Un Premier ministre libéral francophone, cela ne s'était plus vu depuis 76 ans. Et les socialistes dans l'opposition, eh bien, ce sont 2 faits historiques. Pour connaître la nature de ces moments historiques, nous avons été au Centre Jean Gol, le centre d'études et d'analyse du mouvement réformateur, pour y rencontrer son historien. Il nous livre son analyse sur ces moments. Je pense qu'il parle à juste titre d'un moment historique parce que, vous le savez, le parti ou la famille libérale n'a pas souvent eu le poste de Premier ministre en Belgique, au moins depuis très longtemps. Il y a eu évidemment le passage ou les mandats de Guy Verhofstadt, mais c'était un libéral flamand. Et donc pour revenir à une époque où un personnage, ou du moins un homme politique francophone libéral a exercé la fonction de Premier ministre, en effet, on doit remonter à 1937. Donc en la personne de Paul-Émile Janson, d'un très grand nom du libéralisme belge, lui-même fils de Paul Janson, des grandes figures de la conquête du suffrage universel en Belgique. Et je dirais que même à l'époque, déjà en 1937, c'était déjà quelque chose d'exceptionnel, puisque le dernier libéral avant Paul-Émile Janson à avoir exercé cette fonction, c'était Frère Orban, Walter Frère Orban, le liégeois, en 1884. On peut donc bien parler d'un moment historique dans la vie de la famille libérale, mais il y a un autre aspect important. C'est que c'est un Premier ministre très jeune. On dirait que même au XIXe siècle, c'était quasiment impensable, inimaginable d'avoir une personnalité de moins de 40 ans qui accède à des fonctions comme celle-là. Si ce n'est peut-être à l'époque de la Révolution de 1830, dans les années qui ont suivi, on avait vraiment une génération jeune, je dirais, et mûre, mais qui avait participé aux événements révolutionnaires. Et puis il y a quelques personnalités, comme ça quand même à travers le temps, qui ont marqué du côté libéral. Il y a Jules Barras au XIXe aussi, qui a accédé à des fonctions ministérielles très jeunes. Mais c'est quand même typique, je dirais, de notre époque, d'avoir un rajeunissement, je dirais, du cadre politique. Une longue période sans Premier ministre libéral, le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Belgique, un dernier élément vient compléter ce moment historique, le cadre politique. Ce qui est aussi important, je dirais, qui sort, je dirais, du traditionnel, c'est que nous avons quand même un gouvernement qui, sur l'échiquier politique, va être catalogué centre droit. Et ça, je dois dire que dans le système politique belge, depuis, je dirais, le lendemain de la Première Guerre mondiale, avec la représentation proportionnelle, différentes, je dirais, l'union sacrée qui avait existé entre deux guerres, etc., on a très rarement eu des gouvernements qui étaient uniquement représentés, je dirais, par un même ou des courants politiques qui pouvaient se rapprocher, je dirais, sur l'idéologie économique, je dirais. Dans la séquence consacrée aux mutualités libérales, il sera question de l'ASBL JML, Jeunes Mutualistes Libéraux. Focus sur leurs activités.
Aujourd'hui, nous souhaitons attirer votre attention sur nos JML, les jeunes mutualistes libéraux. Alors, petit tour d'horizon de leurs activités et en particulier leurs actions pour les jeunes moins valides. Partenaire de l'Union nationale des mutualités libérales, l'ASBL des jeunes mutualistes libéraux propose pour les jeunes divers types d'activités en Belgique et à l'étranger. Cours de rattrapage scolaire, petit déjeuner sain, garde d'enfants malades, formation d'animateurs et toute une série de stages et de séjours. Mais les JML sont aussi très actifs pour les jeunes moins valides, atteints d'handicap, qu'ils soient physiques ou mental. Voilà, c'est ça, pour les jeunes moins valides, dans le cadre de vacances qu'on appelons vacances répit. Ça ne se fait pas en Belgique, enfin en tout cas pas à ma connaissance, c'est-à-dire que nous prenons les enfants et les parents, ou un des deux parents en tout cas, et nous partons en Italie avec eux. Pourquoi? Parce qu'il y a du soleil, on est plus assuré pour le temps. C'est au mois de juillet, et donc c'est pendant les pleines vacances d'été où généralement il y a beaucoup de difficultés à trouver une place pour un enfant handicapé dans une occupation, et les parents ont la possibilité d'y aller avec eux, c'est-à-dire qu'ils sont au repos sur la plage, ils s'occupent de leurs enfants de temps en temps, mais nous fournissons un encadrement de qualité évidemment pour pouvoir accompagner leurs enfants. Comme ils sont présents, nous avons une sanction immédiate des activités que nous organisons. Grand succès également pour l'activité Hockey Together. Hockey Together, c'est une excellente initiative. C'est-à-dire que, à l'initiative d'Étienne du Wellington au départ, nous organisons des cours de hockey le mercredi et le vendredi soir. Le mercredi après-midi et le vendredi soir. Ces activités ont lieu quelquefois avec les parents, quelquefois sans les parents. Et ils permettent aux enfants de pouvoir s'épanouir dans un sport qui normalement n'est pas du tout adapté aux handicapés, puisque il faut quand même une certaine discipline. Enfin, ils sont structurés de plus en plus et tous les handicaps sont les bienvenus. On a des handicaps en chaise roulante, on a des jeunes, on a des vieux, on a des handicaps qui sont de naissance, il y en a d'autres qui sont des accidentés de la route. Bref, nous touchons à peu près tout type de handicap et on ne veut absolument pas de ségrégation dans ce domaine-là, il y en a suffisamment dans la vie. Et quel est l'objectif de cette initiative? C'est d'abord d'intégrer je vais parler des jeunes surtout, et de leur donner confiance en eux, de leur montrer ce dont ils sont capables. Ils tiennent beaucoup à l'entraînement, ça rythme leur semaine et tous les jeunes viennent. Quand je dis les jeunes, c'est de 5 ans à 75 ans. Donc tout le monde vient ensemble, on vient comme on est. Les valides jouent avec les moins valides. C'est le concept que j'ai initié il y a 6 ans déjà. Ils aiment se retrouver en groupe, dans un groupe sûr, où tout le monde est bien accueilli, tout le monde vient comme il est. Tenté par l'expérience ou curieux d'obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à contacter les JML au 02 537 19 03 ou via le site www.jmlib.be. Ce sujet de Magali Dams clôture cette émission. Merci de l'avoir suivi. Alors, tradition oblige, Dounia, prochain rendez-vous? Nous vous donnons rendez-vous le 7 novembre en fin de soirée sur la 1. Au revoir. Au revoir.